Alors donc, c'est ça, podcast d'aujourd'hui sur l'impact du cardio ou méga cardio. Donc, j'ai pris l'exemple d'un marathon sur la perte de poids. Est-ce que c'est une stratégie qui est efficace? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous mener à une réussite dans un processus de perte de poids? Euh, Pourquoi ce sujet-là? Bien, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser le cardio comme outil principal pour chercher à perdre du poids. Ils vont faire ça aussi souvent conjointement avec une restriction calorique, une diète quelconque. Mais le cheval de bataille pour la dépense énergétique, ça va être surtout le cardio, l'entraînement aérobie. Alors, salut Johan, merci de me dire que ça fonctionne. Et aussi en passant, étant donné que je sais que ça va être difficile d'avoir beaucoup de gens ce soir, là, je sais que le Canadien Winnipeg, c'est d'ailleurs 2-0 si je ne me trompe pas, Montréal, donc ça part bien. Donc, pas besoin d'écouter le hockey. Si j'ai les mises à jour, je vais pouvoir les faire au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Donc, le cardio, la perte de poids, je me suis encore promené un petit peu sur Internet à temps perdu pour voir là, les différentes stratégies qui étaient proposées. Puis, c'est quand même comme toute tendance sur le web, c'est très polarisé. Donc, vous allez avoir des endroits qui vont encourager le cardio à outrance, maximiser la dépense énergétique. Et là, on s'amuse à faire des calculs précis au niveau, bon, si tu fais des intervalles, tu vas réussir à brûler tant de calories. Si tu fais du continu, ça va risque d'être un petit peu moins. Il y en a d'autres qui vont dire un petit peu plus. Bref, il faut faire du cardio, il faut dépenser des calories. Plus tu en dépenses, bien, plus tu vas perdre du poids. Ça semble être logique. Et à l'opposé, on a des gens qui vont dire il ne faut absolument pas que tu fasses du cardio parce que tu vas t'épuiser, parce que tu vas manger ton muscle, tu vas vraiment complètement gober la masse musculaire que tu as, ce qui va faire en sorte que tu ne dépenseras plus de calories. Oui, Mélissa, est-ce que le vélo intérieur compte dans le cardio? Ça peut être intéressant de définir cardio pour partir. Donc, le cardio, ça va être une activité répétitive, généralement cyclique, qui va mobiliser de grandes masses musculaires et qu'on va faire pour des périodes plus ou moins prolongées. En bon français, qu'est-ce que ça veut dire? Du jogging, du ski de fond, du vélo stationnaire, de la natation. Ce sont toutes des activités qui vont mobiliser une grande quantité de muscles et c'est cyclique, c'est répétitif. Donc, ça va aller chercher le système énergétique. Et ça va être du travail cardio. Donc, courir un marathon, c'est un exemple d'une activité qui a une forte, pour ne pas dire énorme, dominance au niveau du système aérobie. On dit cardio, pourquoi? Ben, parce que cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que le cœur est important là-dedans. Ben, le cœur, c'est peut-être l'élément avec lequel on est le plus familier dans le cardio. Il y en a qui vont prendre les fréquences cardiaques. Donc, ça, on a l'impression que le cardio, souvent, ça se résume juste au cœur, alors que ben, c'est une pièce dans l'ensemble de la machinerie, là, le cœur. Donc, l'activité du muscle cardiaque, c'est une chose. Mais il y a tout le transport de l'oxygène, toute l'utilisation de l'oxygène par les muscles. Il y a comment le muscle va être configuré. Le cardio, c'est cardio, mais c'est pas juste une question de cœur. C'est toute une chaîne de systèmes là, qui suivent pour nous permettre de transformer l'énergie en mouvement cyclique, répétitif, qui mobilise une large masse musculaire. Donc, ceci étant dit, j'ai fait plusieurs expériences dans les dernières années. J'ai travaillé, entre autres, avec un analyseur de gaz, mesurer la consommation d'oxygène sur différentes tâches, dont un demi-marathon et aussi un marathon. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ça, on mesure la consommation d'oxygène. C'est un masque qu'on va porter et on va tout simplement calculer la quantité d'oxygène qui rentre et on va calculer la quantité d'oxygène qui sort. Et la différence entre les deux, c'est la quantité d'oxygène qui est restée dans le système. Et la majorité de l'oxygène qui reste dans le système, c'est parce que c'est utilisé pour transformer de l'énergie. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir combien d'oxygène on consomme. Et lorsqu'on sait combien d'oxygène on consomme, on peut savoir combien de calories on dépense de façon quand même pas mal précise. C'est pas super confortable. Je dois avouer là, que c'est dur sur le moral, là, courir, surtout que je ne suis pas un expert coureur. Là. C'est pas évident de courir avec tout l'équipement, l'appareillage dans le visage. Mine de rien, la plus grosse difficulté, tout le monde dit tu dois avoir de la misère à respirer, tout ça, pas du tout. La plus grosse souffrance, c'était dans le dos puis dans le cou. Parce que même si l'appareil est très, très léger,
le fait d'avoir ça dans le visage, devant le visage, ça fait en sorte que les muscles du cou, entre autres, ont à travailler beaucoup. Fait que sur un 2h15, 2h30 sur un demi-marathon ou sur un 4h30, 5h sur un marathon, ça commence à paraître, la tête bien lourde. Fait que c'était ça qui était assez difficile. Et aussi le regard des autres, parce que tout le monde pense que tu portes un appareil pour t'empêcher de respirer, là, des restricteurs de ventilation, là, des masques pour te forcer à avoir une ventilation plus difficile. Et c'est pas ça du tout. Là. Donc, au contraire, ça ne restreint pas vraiment là, ta ventilation comme telle. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Pourquoi j'ai fait ça? Bien, je me suis amusé à regarder un peu ma dépense énergétique dans les semaines qui précédaient le marathon. Donc, j'ai utilisé un accéléromètre, un actigraphe, j'en ai déjà parlé précédemment. Donc, un appareil que je porte au poignet qui va mesurer mon activité physique. Donc, ça me donnait une idée de comment je bougeais sur 24 heures pendant les journées qui précédaient ma course. J'ai ensuite de ça, pendant la course, oui, j'ai porté l'accéléromètre, mais comme j'avais un analyseur de gaz, j'ai plutôt utilisé la mesure de l'analyseur de gaz pour déterminer les calories que je dépensais pendant la course. Mais j'ai continué à porter quand même le petit accéléromètre au poignet pour savoir, en dehors de la course, est-ce que je continue à bouger? Donc, avant ma course, après ma course, est-ce que je faisais encore de l'activité physique? Donc, c'est un peu une mesure hybride. Fait que c'est pas parfait pour déterminer la quantité de calories, mais quand même, ça nous donne une idée sur l'évolution puis les changements. Et c'est surtout ça que je voulais voir. Moi, je voulais comparer, avant une semaine de marathon, la journée du marathon, puis la semaine qui suit, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon activité physique sur 24 heures? Pas au niveau de mes entraînements comme tel, mais vraiment sur la somme de mes activités physiques sur 24 heures. C'était quoi l'impact de cet effort-là? Et aussi, je dois préciser que je n'étais pas vraiment entraîné pour courir un marathon, là, mais vraiment pas. Là. Alors, je ne suis pas un athlète qui va faire des marathons toutes les semaines et qui trouve ça le fun. Au contraire, c'est assez pénible. Fait que ça j'en parlais aussi. La condition physique a aussi un impact là-dedans. Donc, je vais tenter. Je ne suis pas certain si je vais le tenter. Je vais tenter de vous partager un petit écran. Ceux qui sont juste en audio, désolé. Alors, on ne l'a pas tout à fait ici, mais dans le fond, ce qu'on a à l'écran, ce que j'espère que vous voyez, c'est les 7 jours avant, donc de moins 8 à 0, c'est les journées qui précèdent la course. 0, c'est la journée du marathon, puis de 0 à 8, c'est la semaine qui a suivi le marathon. Donc, on ne voit pas en haut sur le graphique, là, problème de résumage, mais dans le fond, dans le marathon comme tel, c'était 3666 calories que ça a donné, à peu près 3900 au total dans ma journée là, en termes de calories. Donc, proche du 4000 calories en activité physique seulement. Le métabolisme de repos, la thermogénèse alimentaire, ces autres compartiments-là, on s'en fout un petit peu. C'était surtout l'impact sur l'activité physique. Fait que, grosso modo, la journée du marathon, à peu près 4000 calories en activité physique. Pour vous donner une idée, là, sur 24 heures au total, ça m'a peut-être donné à peu près entre 5500 et 6000 calories de dépensées environ. La moyenne par jour d'activité physique en termes de calories dépensées, donc pas juste les entraînements, l'ensemble des activités physiques, on est à peu près à 860 calories par jour avant, pour un cumul sur 7 jours d'à peu près 6000 calories. Fait qu'on retient ça, là, la semaine avant, j'ai réussi à accumuler à peu près 6000 calories. Et la semaine après, j'en ai cumulé à peu près 6684, à peu près 836 par jour. Et là-dedans, on a 8 jours dans le fond parce que j'ai inclus le marathon. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais voir avec ma course, est-ce que j'allais réussir à augmenter considérablement ma dépense énergétique sur à peu près une semaine? Et est-ce que cette augmentation-là allait être supérieure à ma dépense habituelle, donc ma semaine avant le marathon? Et on remarque que malgré le fait que j'aille dépenser 3666 calories sur mon marathon, près de 4000 calories en activité physique le jour fatidique, eh bien, ça n'augmente pas réellement ma moyenne de dépenses énergétiques par jour associée à l'activité physique. Ça, même au contraire, il y a eu une suppression. J'étais à 836 calories par jour et ce, en additionnant l'impact du marathon, alors qu'avant, j'étais à 860. Alors, ça, c'est quelque chose qui est, moi, qui me fascine
Pourquoi? Ah, vous n'avez pas vu le graphique? Bon, ben désolé, je l'afficherai à ce moment-là. Bien, dans le fond, j'ai présenté les chiffres, donc ça va faire pareil. Donc, ce qui arrive, c'est que le fait de courir le marathon, eh bien, ça n'a pas réussi à augmenter ma dépense énergétique lorsqu'on va allonger notre observation. Si je regarde uniquement ma journée de course, puis je me dis, wow, j'ai fait à peu près 4000 calories en activité physique dans ma journée, c'est super bon, je vais perdre du poids comme ça. Ben, si je regarde les jours qui suivent, si je regarde l'impact, parce que ce marathon-là a créé de la fatigue, ça a modifié plein de choses chez moi, et ça va faire en sorte que ben, je ne bouge pas vraiment plus, au contraire, je vais bouger moins, et je vais m'arranger en quelque sorte à ne pas avoir un déficit énergétique si important que ça, même dans ce cas-ci, potentiellement que j'étais encore en équilibre énergétique, ou même encore pire, si je voulais perdre du poids, peut-être que j'aurais été en surplus. Pourquoi? Ben, le fait de courir ce marathon-là, ça vient stimuler l'appétit. Pas nécessairement à court terme. Donc, tout de suite après le marathon, je peux vous confirmer, j'avais pas vraiment faim. Dans les heures qui ont suivi, l'appétit n'était pas là. Pourquoi? Ben, parce que pour réussir à courir le marathon, vous donner une idée, là, ce marathon-là, ça m'a pris à peu près, là, vite, vite, 700 grammes de glucides à utiliser. Puis à peu près, mettons, pour me tromper, là, mais à peu près 90 grammes de lipides. Donc, pour réussir à brûler là, toutes ces calories-là, à faire l'effort, à l'intensité que j'allais, au rythme que j'allais, ben c'est à peu près quasiment 1 kilo. Là. Donc, 700 grammes à peu près de glucides que j'ai utilisés. Donc, j'ai pigé dans mes réserves, mais je n'ai pas 700 grammes de glucides de stocker dans les muscles de mes jambes. Donc, il a fallu que je consomme des glucides pendant la course. Alors, probablement que ma course a fait en sorte que j'étais en déficit énergétique autour du marathon. Mais la veille, je m'étais chargé en glucides, donc j'avais consommé beaucoup plus de glucides que ce que j'avais besoin. Donc, j'étais en surplus énergétique la veille. Pendant la course, un léger déficit. Puis, ben, après les quelques heures suivant la course, ben, l'appétit est revenu. J'ai commencé à avoir faim. Puis, ben, j'ai pris un pas mal gros souper. Le lundi suivant la course, j'ai pris un très gros déjeuner, etc. Donc, mon appétit s'est vu un petit peu influencé à la hausse à la suite du marathon. Pas immédiatement après, mais dans les jours qui ont suivi. Alors, il n'est pas impossible de croire que j'ai augmenté mes apports nutritionnels de façon un peu plus importante que ce que je consommais avant à cause de l'effort que j'ai fait. Et j'ai bougé moins. Donc, ça fait en sorte que je vais avoir mangé un peu plus, je vais avoir bougé un petit peu moins. Les probabilités sont que je vais prendre du poids suite à un marathon. Donc, ce n'est pas une stratégie qui va s'avérer systématiquement efficace parce qu'on se dit, j'ai dépensé beaucoup de calories. Puis, si j'avais dépensé 6000 calories durant mon marathon, ça n'aurait probablement pas été mieux. Pourquoi? Parce qu'on aurait probablement, puis là je suppose, probablement observé une diminution encore plus importante de l'activité physique sur 24 heures. Et ça aurait fait que j'aurais dépensé moins de calories. Donc, quand on mise beaucoup sur le cardio, faut faire attention parce que si on dépense une grande quantité de calories, il y a un prix à payer pour ça. Donc, plus on va dépenser de calories, plus la récupération va être exigeante et plus la récupération va prendre du temps. Donc, cette récupération-là, ça se traduit par de la fatigue, ça se traduit par de l'appétit, puis dans certains cas, ça peut se traduire aussi par des troubles du sommeil. Donc, moi, je n'ai pas bien dormi la nuit qui a suivi le marathon. Et ce n'est pas anecdotique. Là. Moi, j'avais, par exemple, les jambes, j'avais l'impression que j'étais en ménopause. Là. J'avais des bouffées de chaleur, j'avais l'impression que mes jambes sortaient du micro-ondes. Je me sentais là, super chaud, etc. Donc, je me suis réveillé à plusieurs reprises. Donc, je n'ai pas très bien dormi. Alors, il y a plein de conséquences à un effort très énergivore. Et si on glorifie l'aspect dépense énergétique en se disant plus j'en brûle, mieux c'est, puis on ne considère pas le prix à payer ou les conséquences qui suivent, bien à ce moment-là, on peut se ramasser avec des mauvaises surprises. Et ça vient extrêmement, mais extrêmement démotivant. Imaginez, je viens de courir un marathon, je me dis, c'est sûr, je vais perdre du poids grâce à ça. Hey, j'ai réussi un marathon, je suis donc content, je suis fier de moi. Et tout ce je suis content, je suis fier de moi, bien, ça va être assombri par ouais, j'ai pris 2 livres. Puis là, je vais me dire, ouais,
c'est probablement de l'eau puis mes réserves de glycogène qui surcompensent. Oui, ça se peut. Mais j'ai pas perdu, par exemple. Fait que malgré tous ces efforts-là, j'arrive même pas à perdre du poids. Alors, quand je dis que ça vient assombrer, ben l'exploit qu'on a fait, qui nous a valorisé, écoute, on est super fiers de nous, ça a amélioré notre estime de nous, ça a amélioré notre sentiment d'auto-efficacité par rapport à la pratique d'activité physique, qui sont des éléments super importants. Ben, on vient de balancer ça aux poubelles parce que notre poids n'a pas diminué. Et on se dit, on ne comprend pas. Parce qu'on n'a pas nécessairement l'impression de manger plus. On n'a pas nécessairement l'impression de bouger moins. Donc, moi, les journées, vous donnez une idée, là, c'était peut-être entre 150 et 200 calories, là, mes journées que je bougeais moins. Donc, ça veut dire quoi? 150-200 calories de moins en activité physique, c'est peu probable qu'on le remarque. Donc, si on n'a pas une mesure de ça, puis qu'on fait tout simplement y aller au feeling en disant, ben, aujourd'hui, j'ai bougé, j'ai fait mon entraînement, j'étais actif, c'est à peu près la même chose qu'hier, on va se ramasser, mais un petit peu dans le trouble parce que ça peut être assez facile d'être légèrement en deçà de ce qu'on pense. Et le légèrement en deçà sur la gestion du poids peut avoir un impact notable. Donc, Gabriel, question maladroite ou non, c'est pas important, c'est une question, fait que c'est correct. Donc, est-ce que le processus de récupération, tissu, ligaments, os, muscles, etc., est correctement mesuré avec le masque à échange gazeux ou l'accéléromètre? Pas du tout. Donc, le processus de récupération, pour le mesurer correctement, il aurait fallu que je porte le masque 24 heures sur 24 les journées qui ont suivi. Chose qu'on s'entend, je suis motivé à faire de la recherche, mais je ne veux pas faire de prison non plus. Là. Déjà que mes voisins, des fois, ils ont peur quand je sors avec un masque. Là, ils font rentrer les enfants. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais je n'ai pas mesuré. Mais ça a été quantifié par le passé. Donc, j'en ai déjà parlé aussi précédemment, mais le coût énergétique de la récupération, ce n'est pas très élevé. Donc, après un marathon, on parle de quelques centaines de calories à peu près dans les heures, à peu près une dizaine d'heures, mettons. Ça peut perdurer un petit peu plus, mais c'est proportionnel à l'épuisement des réserves de glycogène, puis à l'ampleur de la synthèse des protéines. Synthèse des protéines au niveau du sang, parce qu'il y a cet aspect-là aussi qu'on oublie souvent, puis au niveau des muscles aussi. Mais ce n'est pas quelque chose de notable sur le 7 jours. Ce n'est pas quelque chose qui a potentiellement... qui aurait permis de contrer l'effet de la diminution de l'activité physique. Puis pourquoi je dis ça? Bien parce que pour que la dépense énergétique associée à la récupération soit importante, il faut que les réserves énergétiques soient drôlement basses, puis il faut qu'il y ait vraiment, mais vraiment beaucoup de dommages. Plus les réserves énergétiques sont basses, plus il y a du dommage, moins on a tendance à être actif. Un exemple que je vais donner pour ça, un grand brûlé, on s'entend qu'il y a du dommage puis il y a de la synthèse des protéines à faire. On observe une élévation du métabolisme de repos assez importante. On parle de 40, 50, 60 % dans certains cas d'élévation du métabolisme de repos. Donc, tu dis, wow, il dépense 500 calories de plus par jour, 600 calories de plus par jour, couché dans le coma. C'est impressionnant. Oui, mais si tu regardes la dépense énergétique totale sur 24 heures, il dépense moins que quand il travaillait comme mécanicien dans un garage à poser des pneus. Pourquoi? Bien parce qu'il bougeait. Donc, plus notre récupération va être importante, plus on court le risque de bouger moins. Et aussi, ça, c'est un phénomène que je spécule parce que je n'ai pas vu de données là-dessus. En lien sur la régulation de l'appétit à moyen puis long terme. À court terme, ça a un effet, les réserves de glycogène. Moyen puis long terme, on le sait moins, mais ça va aussi avoir potentiellement un impact sur l'appétit. Donc, ça serait logique d'un point de vue biologique que si on a du dommage musculaire, si on a des réserves de glycogène qui sont hypothéquées, que l'organisme cherche à réparer ça en fournissant tous les éléments optimaux pour ça. S'il est capable de dire à l'organisme, tu vas bouger un peu moins, il est assurément capable de dire à l'organisme, tu vas avoir un peu plus faim et tu vas aussi avoir certaines préférences pour différents aliments. Donc, ce n'est pas impossible d'observer cette réponse-là, ce qui fait en sorte que, inévitablement, de miser sur la dépense énergétique aiguë associée à l'effort, en additionnant la dépense énergétique associée à la récupération, il est peu probable qu'on réussisse à créer un déficit énergétique significatif qui favoriserait une perte de poids. Donc, peu probable, puis ça fait un petit peu de sens. On a tendance aussi à observer ça lorsqu'on va justement mesurer l'activité physique puis mesurer le poids. Moi, je le remarque beaucoup. Plus les gens
ont une concentration importante d'activité physique, d'intensité vigoureuse à certains moments. Par exemple, 2 jours semaine, ils vont cumuler 100 minutes d'activité physique à haute intensité, mais le reste du temps, ils n'ont rien. On se rend compte que l'impact sur la perte de poids, c'est négligeable. Alors, c'est comme pas suffisant en augmentation de dépenses énergétiques pour contrecarrer l'absence de dépenses énergétiques les journées et ou la régulation de l'appétit qui a tendance à être stimulée. Alors, donc ça, c'est de miser sur le cardio. On devrait pas faire ça, selon moi et bien humblement, dans un objectif de perte de poids. On devrait faire ça dans un objectif de valorisation, développer vraiment l'estime de soi, ces choses-là, accomplir quelque chose, améliorer sa condition physique. Donc ça, je pense que faire du cardio pour ça, réussir certaines balises, atteindre certains objectifs, dire moi j'ai couru mon premier 5 km, je suis super content. Je pense que c'est des éléments qui sont très importants pour bâtir un processus de perte de poids, mais ce n'est pas le processus de perte de poids. Si on améliore la confiance en soi, si on améliore la confiance que les gens ont en leur capacité à faire de l'activité physique, bien ça va faire en sorte qu'on peut inclure ou on peut diversifier davantage l'activité physique. On peut aussi essayer d'augmenter un peu plus l'activité physique sur 24 heures. Donc, si l'entraînement cardio permet une augmentation de l'activité physique sur une base régulière, à ce moment-là, on a quelque chose de potentiellement gagnant. Sauf que pour y arriver, plus la dépense énergétique va être importante lors d'un seul entraînement ou lors d'une seule activité, plus ça risque d'être difficile parce qu'on risque d'avoir des mécanismes compensatoires au niveau de l'appétit, au niveau de la récupération, au niveau de l'activité physique, qui vont faire en sorte qu'on n'arrivera pas à créer un déficit énergétique. Et les gens vont trouver ça difficile de faire l'effort. Et ça va mobiliser beaucoup de ressources et les gens vont c'est quelque chose qu'on va remarquer. Là. Le marathon, c'est pas j'ai-tu fait un marathon la semaine passée? En tout cas, moi, je ne suis pas rendu là dans ma vie. Je veux dire, non, je sais quand est-ce que je l'ai fait, puis je m'en souviens. Le marathon que je vous parle, c'est le marathon de Montréal 2019. Puis, je me souviens encore de la température. Je me souviens encore que j'ai croisé Maxime Martin sur le bord du parc Maisonneuve puis qui m'a fait une face parce que j'avais un masque dans le visage. C'est très clair dans ma tête, là, cette course-là, puis comment le parcours était plate, puis une chance qu'il y avait des militaires sur la base militaire parce que passer dans cette section-là, c'était long, c'était plate. Fait que, c'est marquant. Donc, si on fait des événements marquants qu'on trouve difficiles, puis on n'a pas le succès sur notre objectif principal qui est de perdre du poids, ça risque d'être extrêmement dévalorisant et démotivant. Alors ça, c'est un élément important. J'ai parlé tantôt de la condition physique. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être super important parce que, étant donné que je n'étais pas vraiment en bonne condition physique ou en bonne forme physique pour faire la course, j'ai payé le prix. Donc, j'ai probablement eu beaucoup plus de dommages musculaires que ce que j'aurais dû. Donc ça m'a incapacité beaucoup. Pour contrebalancer ça, moi, j'ai suivi un rythme très précis. Donc, j'avais des capteurs de puissance sur mon soulier. Je savais exactement à quelle puissance il fallait que je cours pour être à peu près correct pour finir ma course. Parce que, pour vous donner une idée, là, j'ai peut-être couru, j'y vais de mémoire, là, mais dans l'été précédent le marathon, j'avais peut-être couru un 50 km d'entraînement. Puis là-dessus, il y avait un 21 km de course d'une shot. Donc, ma plus longue sortie, c'était 1 mois avant le demi-marathon de la Chine. Mais après ça, avant ça, plutôt, c'était des 5, 6, peut-être un 8 km que j'avais fait. Donc, préparation totalement inadéquate. Alors, il fallait absolument que je m'assure d'avoir un bon rythme, donc le rythme adéquat pour mes capacités pour être en mesure de le finir. Parce que c'est pas vrai que je vais me mettre un masque dans la face, je vais avoir l'air fou, je vais me faire regarder par tout le monde, puis je vais casser en plein milieu. Il faut que je m'assure de le finir. Puis, encore plus important que les apparences puis que mon ego, je voulais avoir les données. Je voulais avoir les chiffres pour savoir qu'est-ce que ça donne. Puis, donc, il a fallu que je dose mon effort. Donc, avec ça, ça permet de peut-être contrebalancer le manque d'entraînement. Là, j'ai été à un rythme adéquat. Si j'avais été en meilleure préparation, j'aurais pu soutenir un rythme plus élevé. Le rythme plus élevé peut entraîner plus de dommages musculaires. Donc, plus la condition physique va être bonne, pour une intensité sous-maximale, moins on peut s'attendre à avoir des mécanismes de compensation.
Donc ça peut être un élément intéressant. Ça va être quelque chose à travailler. Donc, si je veux faire du cardio, puis je veux inclure ça dans un processus de perte de poids, bien, ça serait intéressant que je m'assure que le cardio que je fais améliore la condition physique, plus particulièrement la capacité aérobie, puis l'endurance aérobie. Donc, je ne veux pas juste faire du cardio pour brûler des calories. Je veux faire du cardio pour m'adapter puis devenir meilleur, être en mesure de dépenser plus de calories minute parce que j'ai un plus gros moteur grâce à l'entraînement que je fais. Donc, selon moi, ça devrait vraiment être la stratégie si on veut utiliser le cardio dans un processus de perte de poids. Bien, au minimum, on veut s'assurer d'améliorer la condition physique, on veut s'assurer que la personne a un meilleur cardio parce qu'il va avoir des conséquences intéressantes à ça. Et aussi, pour avoir un meilleur cardio, ce n'est pas nécessairement synonyme avec dépenser le plus de calories possible à l'entraînement. Ça veut dire cibler certaines zones d'intensité pour certaines durées pour optimiser les efforts puis maximiser les gains au niveau de la capacité aérobie et ou de l'endurance aérobie. Donc, pourquoi c'est intéressant en termes d'effets collatéraux? Bien, c'est que plus la capacité aérobie va être importante, plus on remarque que l'espérance de vie est élevée. Donc, ça aussi, c'est un élément important. Ça tend à avoir une réponse moins importante, moins marquée dans les VO2 plus élevés, mais avoir une capacité aérobie en bas de 40 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute ou à peu près, c'est habituellement associé à un moins bon pronostic au niveau de l'espérance de vie. Donc, on aimerait ça avoir une capacité aérobie assez élevée, donc 40, 45, 50, 55 millilitres. C'est une plage qui est super intéressante parce que c'est quelque chose qui est atteignable pour pas mal de gens, qui ne demandent pas une quantité nécessairement astronomique d'entraînement. Tu n'as pas besoin de faire un 25 heures d'entraînement pour être en mesure d'avoir une VO2 à 45-50. Donc, c'est quelque chose qui est atteignable, qui se fait, et ça va être associé à beaucoup de bénéfices santé. Et donc, ça, c'est d'un point de vue santé global, mais bon, les gens qui veulent perdre du poids, bien souvent, ça peut passer en second plan. Alors, l'autre chose, bien, plus la capacité aérobie va être élevée, plus il semblerait qu'on a une plus grande précision pour la régulation de notre appétit. Donc, ça permet de limiter les écarts associés à une mauvaise perception de sa faim. À ce moment-là, donc, on va être capable de consommer avec plus de précision la quantité de calories requises pour nos besoins. Donc, lorsqu'on va être en présence d'un déficit énergétique léger, on va le sentir, mais on va être capable, avec une plus grande aisance, si on veut, consommer la quantité de calories souhaitée, versus plus notre capacité aérobie est basse, plus on est sédentaire, moins on a une grande capacité à réguler notre appétit, plus on a tendance, dans un environnement qui est très obésogénique, donc qui est très dense en calories, plus on a tendance à se suralimenter facilement en ayant l'impression de manger à sa faim. Donc, en disant, ben là, j'ai mangé à sa faim, ça peut être plus de calories. Puis je sais que je suis fatiguant, j'en parle souvent de ça, je reviens là-dessus, mais c'est super important parce que le fait de faire du cardio dans le simple but, puis ça s'applique aussi à la musculation en passant, mais le fait d'essayer de faire du cardio et de dépenser le plus de calories possible sans mettre l'emphase sur l'impact que ça a sur les adaptations physiologiques, bien, on passe un peu à côté des bénéfices et des effets vraiment concrets que le cardio va avoir. En musculation, c'est pareil. La mode là, semble s'en aller beaucoup vers maximiser la dépense énergétique lors des entraînements de cardio. Donc, on va incorporer les entraînements en puissance, des exercices d'agilité. Donc, on va déplacer beaucoup le poids du corps. Donc, on veut vraiment maximiser la dépense énergétique. Mais il faudrait aussi s'assurer que bien, on le fait de façon non pas seulement à dépenser des calories pour dépenser des calories, mais aussi à dépenser des calories pour que ça se transforme en une plus grande aptitude à faire quelque chose. Donc, si tu améliores ton agilité, tant mieux, c'est un plus. Et c'est à ça que ça sert, l'entraînement de l'agilité. L'entraînement de l'agilité, ça ne sert pas à faire dépenser des calories. L'entraînement de l'haltérophilie en puissance, l'entraînement fonctionnel, l'entraînement de CrossFit, c'est pas l'objectif ultime, c'est pas de dépenser des calories, c'est d'améliorer des qualités physiologiques entraînables. Donc, c'est de devenir meilleur au niveau de la puissance, de la vitesse, l'endurance musculaire, la capacité aérobie, etc. Donc, de recentrer l'orientation de l'entraînement vers une amélioration de la condition physique, c'est définitivement quelque chose qui est plus gagnant. Et les conséquences de ça vont être moins dramatiques sur la régulation de la balance énergétique. Donc, en misant sur une optimisation de l'entraînement, on va s'assurer d'avoir une dépense énergétique
ben, dans le fond, qui est secondaire. On va vraiment viser l'amélioration des performances. Et ça risque de moins stimuler l'appétit et moins affecter l'activité physique sur 24 heures. Pourquoi? Je donne un exemple d'un entraînement en force. Si je fais un entraînement en force dans le but d'augmenter ma dépense énergétique, ou si je fais un entraînement par intervalle dans le but d'augmenter ma dépense énergétique, je vais en faire autant que je peux. Donc, dans le cas de l'entraînement en force, quand je ne suis plus capable de lever le poids, bien, je vais diminuer la charge, puis je vais continuer à en faire. Dans le cas des intervalles, si je suis plus en mesure de maintenir le rythme ou la vitesse que je dois maintenir, bien, je vais continuer à accumuler des intervalles, mais en allant moins vite. Tu sais, j'ai encore en tête un entraînement de groupe là, où est-ce que l'entraîneur disait tes 20 secondes, fais-les moins vite si tu es fatigué. Bien, le problème qu'on a avec ça, c'est que dans le cas de la force, le fait d'alléger quand on est fatigué, ben ça n'a pratiquement plus d'impact sur les gains en force. Donc, quelqu'un qui s'entraînerait vraiment pour gagner de la force, il n'est plus capable de lever la charge qu'il devrait lever, son entraînement est fini, on s'en va à la maison, puis on récupère. Il ne s'obstinerait pas à créer de la fatigue juste pour le simple plaisir de créer de la fatigue. Si tes répétitions ne donnent plus un effet sur ta performance, ne donnent plus de gain potentiel et ça donne plus de fatigue que de gain, on arrête ça là, ça ne donne rien. Si on se fatigue plus qu'on stimule, c'est plus intéressant. Et c'est la même chose pour le cardio. Donc, il y a plusieurs sprinteurs, par exemple, quand ils ne sont plus capables de faire le temps qu'ils doivent sur une certaine distance, c'est fini, ils vont faire des exercices de mobilité, mais l'effort causant de la fatigue, ben, c'est fini parce qu'il n'y aura plus de progression. Et ça, comme on ne s'acharne pas à créer de la fatigue, ben, la récupération est potentiellement plus facile. Si la récupération est plus facile, ben, on a un impact moins grand sur la diminution de l'activité physique sur 24 heures et possiblement aussi un impact moins grand sur la régulation de l'appétit. Donc, ça permet avec une plus grande aisance de gérer la balance énergétique et potentiellement d'induire un léger déficit énergétique. Alors, je sais que c'est difficile pour la mode en entraînement, là, ça fait des années que c'est comme ça. Là, quand j'ai commencé en 95, c'était encore ça. Là, je me souviens en musculation, c'était Mike Menzer qui était à mode. Puis c'était, écoute, si tu saignes du nez en faisant du leg extension, c'est que tu commences ton entraînement correct. Tu dis, voyons donc, je regarde ça aujourd'hui et je me dis, ben, comment c'était productif ces entraînements-là? Les gens qui en tiraient des bénéfices, c'était genre un minimum, un très, très faible pourcentage qui étaient des gens qui étaient choyés de la vie, qui étaient en mesure de réussir à survivre à ça. Mais 90% et plus des gens qui s'adonnaient à ça, ils se blessaient, ils cassaient, ils n'étaient plus capables. Et on avait seulement comme image ceux et celles qui réussissaient en se disant « Ah ben, j'ai pas assez de volonté. Si j'avais plus de volonté, si je poussais encore plus, je pourrais faire comme lui ou elle. » Alors que ce n'est pas ça du tout. Donc, c'était pas du tout adapté. Ce n'était pas quelque chose qui était cohérent avec notre potentiel de récupération. Alors, ça faisait en sorte qu'on s'épuisait puis on cassait. Alors, c'est vraiment de voir l'entraînement, c'est un outil dans le processus de perte de poids. L'entraînement cardio, ben, je vais aller plus loin. Je dirais, à la limite, c'est même pas un outil dans le processus de perte de poids. C'est un outil pour améliorer la condition physique, la capacité aérobie. Puis, la capacité aérobie, ben, plus elle est haute, ben, plus ça va aider à l'intervention dans un processus de perte de poids. Donc, si on a, par exemple, quelqu'un qui souffre d'embonpoint assez important ou d'obésité, qui a une capacité aérobie très, très faible, ben, ça va être difficile d'augmenter son niveau d'activité physique sur 24 heures. Il va falloir faire des activités physiques à très faible intensité. Il y en a plusieurs qui ne seront pas accessibles. Donc, on est restreint dans nos choix. Et si la personne, ben, elle n'aime pas ça, aller marcher au centre d'achat, ce qu'elle aime, elle, c'est aller marcher en montagne, mais elle n'est pas capable parce que, rendue à mi-chemin, elle est trop fatiguée. Elle ne le fait pas, donc elle ne fait rien du tout. On se ramasse avec une problématique où est-ce que ben, on veut bouger plus, on veut augmenter la dépense énergétique, mais il n'y a pas d'activités qu'on est capable de faire qui sont suffisamment énergivores, sinon il faut en faire pendant 8 heures. Puis là, on rentre dans la problématique que ben, je n'ai pas le temps, je n'ai pas 8 heures, moi, à aller marcher autour de chez nous. Donc, d'améliorer la capacité aérobie, bien là, ça nous permet de, avoir accès à une plus grande quantité d'activités potentiellement. Puis, ces activités-là peuvent être plus énergivores. C'est le meilleur exemple. Si tu marches 20 minutes ou si tu cours 20 minutes, ton potentiel à dépenser l'énergie est plus important si tu cours 20 minutes. Si tu cours 20 minutes, l'effet sur ta capacité aérobie
va être plus important que si tu marches 20 minutes, etc. Donc, c'est vraiment de chercher à améliorer la condition physique pour élargir le répertoire des activités physiques puis augmenter l'activité physique sur 24 heures. C'est très, très, très rarement. Moi, je pourrais fouiller dans mes chiffres. Là, je suis en train de tout nettoyer mes données de mesure de dépenses énergétiques. Puis je pourrais regarder, là, mais je suis vraiment, vraiment pas convaincu que la solution directe pour chercher à induire une perte de poids, c'est à travers l'augmentation d'activité physique très vigoureuse. Donc, l'intensité modérée au quotidien sur une base régulière me semble être une valeur beaucoup plus prometteuse pour aider à mieux réguler le poids, à induire une perte de poids stable et durable pour la majorité des gens. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont me dire, moi, j'ai commencé à faire des entraînements par intervalle, j'ai perdu 30 kilos, tout va bien, mon cholestérol a diminué, mes triglycérides ont diminué, tout est beau, etc. Il va y en avoir. Puis ces gens-là, ben franchement, je pense qu'ils auraient fait n'importe quoi, puis leur situation serait améliorée. Mais pour le reste de la population qui souhaite perdre du poids, ces activités-là, je pense qu'elles sont intéressantes pour améliorer la condition physique, mais je ne pense pas que ça va être un élément favorable, dans la majorité des cas, pour induire une perte de poids. Je ne sais pas si vous avez des questions. Allez-y si vous en avez, ça me fait plaisir d'y répondre. Les autres éléments que je voulais jaser aussi, la réponse au niveau de l'appétit après une grosse dépense énergétique comme sur le cardio, comme sur le marathon, est aussi influencée par le niveau de restriction alimentaire que la personne a avant l'épreuve. Donc, plus quelqu'un va être restreint, plus quelqu'un va s'assurer de manger juste ce qu'il a besoin, va vraiment tout compter, tout compartimenter au niveau de sa bouffe avant un marathon, il y a un risque plus élevé après d'avoir vraiment une dérape, de dire donc là on décroche puis on se suralimente encore plus. Donc il semble que le niveau de restriction est presque inversement proportionnel à notre capacité à gérer notre appétit après. Donc plus on a des restrictions avant, plus ça va être difficile de gérer correctement notre appétit, puis on va avoir tendance à surconsommer, donc à compenser de l'autre côté. Donc ça, c'est un autre élément qui est quand même assez important à considérer. Qu'est-ce que la personne fait habituellement en mangeant? Moi, j'ai en tête quelques coureurs là, qui partent sur des dérapes. Bon, il y en a qui partent sur des dérapes de glucides avant là, la course, qui est un petit peu moins pire parce que la course va faire un genre de vidange des réserves de glycogène, mais manger le classique, le 1 kg de spaghettis là, au souper la veille de ta course, il est comme rendu trop tard. Si tu comptes sur ce spaghetti-là pour renflouer tes réserves de glycogène, tu es à peu près une semaine en retard. Là, ça vient à saturer ces mécanismes-là. Là, c'est une mauvaise planification. Il faut que tu étales ça sur plusieurs jours pour optimiser, puis tu n'as pas besoin de tant que ça d'une shot. Donc, mais des gens qui vont être très restreints avant, très rigides au niveau alimentaire, ben, suite à une énorme dépense énergétique sur le cardio, il y a un risque un peu plus important qu'après ça, il y a une dérape. Puis comme je disais, moi, j'en ai en tête là, que ça part là, sur des binges de crème glacée, puis ça finit plus. Puis c'est correct parce que ils se disent, j'ai couru le marathon, mais j'ai couru le marathon, là, pour eux autres, ça dure une semaine ou deux, là, que ben là, je peux me le permettre, j'ai couru un marathon. Ben, moi, si je me fie à mes chiffres, puis je vous l'accorde, c'est très anecdotique, là, c'est mes chiffres, c'est moi. Là, puis c'est même pas une collecte de données parfaite. Là, fait qu'il faut en prendre, il faut en laisser, mais quand même, si moi je me fie à ces chiffres-là qui font du sens, là, selon moi, là, c'est plausible du moins, ben, si je m'étais dit je pars sur un binge de crème glacée, puis je peux me le permettre parce que j'ai fait un marathon, ben, je vais avoir dépensé moins de calories par jour en incluant le marathon dans les 8 jours marathon et 7 jours après, je vais avoir dépensé moins de calories que ce que je faisais avant. Donc, si je ne me le permettais pas avant, parce que je me disais, ben, mon poids est stable, si je commence à tomber dans la crème glacée, je vais prendre du poids, puis je me le permets après, c'est presque sûr que je vais venir à prendre du poids. Pour moi, c'est pas la fin du monde, ça ne me dérange pas vraiment de prendre un petit peu de poids, je ne pense pas que ce soit problématique pour ma santé. Donc, ça va. Mais quelqu'un qui est plus limite, puis contrairement à ce qu'on peut avoir comme préjugé pour les coureurs, les coureuses, c'est pas tout le monde qui est super mince. C'est pas, il y a beaucoup de coureurs qui sont en surplus de poids.
Il y a quand même des coureurs qui sont obèses. Moi, je me souviens d'un marathon à Ottawa où est-ce qu'il y a une personne, probablement avec un IMC, là, 33, 35, qui m'a aisément passé puis qui a fini bien avant moi. Énormément de respect pour cette personne-là parce que me dit cette personne avait probablement quelque chose comme 30-40 kilos de plus que moi, puis elle court plus vite que moi. Chapeau, tout un moteur, tu sais. Mais si cette personne-là prend du poids après, à cause de son marathon, ben, potentiellement, elle augmente son risque de mortalité précoce plus que moi, qui a couru un moins bon marathon, mais qui n'aurait pas bingé après. Donc, c'est des éléments qui sont vraiment, vraiment considérés. L'autre point que je vais aborder, avant de conclure là-dessus, tant que vous n'avez pas de questions, c'est l'effet sur la masse musculaire. Donc, on parle d'autophagie après les entraînements. Et ça, c'est les fans de musculation sautent là-dessus là, à pieds joints en disant quand tu fais du cardio, tu manges ton muscle. C'est pas vraiment ça. Donc, le cardio ne va pas manger le muscle. Ce qui va arriver quand on va faire du cardio, c'est qu'il y a une dégradation des fibres musculaires. Entre autres, il y a l'action du cortisol. Donc, il y a toute une cascade inflammatoire, système immunitaire. C'est vraiment, vraiment fascinant. Mais c'est ces éléments-là qui vont dégrader des fibres musculaires. Ils vont dégrader des fibres musculaires qui sont endommagées ou non fonctionnelles, ou encore des fibres musculaires qui ne sont pas du tout impliquées dans les contractions, donc qui sont quasiment dormantes. Donc, ça va dégrader ce qui ne sert pas ou ce qui a été endommagé. Et ça, lorsqu'on va se réalimenter, lorsqu'on va récupérer adéquatement, on vient renouveler ces fibres-là, on vient restocker notre bagage de fibres et avec des versions améliorées. Donc, pourquoi on conclut que le cardio mange le muscle? C'est qu'il y a très peu ou pas d'hypertrophie des fibres musculaires type 2. Il va y avoir une hypertrophie des fibres musculaires type 1 quand on va faire du cardio. C'est bien sûr bien plus localisé dans les membres inférieurs, là. Mais ce qui va arriver, c'est que ce n'est pas les fibres qui vont grossir, ce n'est pas des fibres qui ont un énorme potentiel pour grossir. Les fibres qui ont le plus gros potentiel pour grossir, sont plus ou moins recrutées d'une façon pour leur dicter d'augmenter leur volume. Donc, l'entraînement cardio ne fera pas augmenter la masse musculaire de façon considérable. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Ça, c'est une erreur. C'est de dire, comme quelqu'un qui court ne devient pas énorme, le fait de courir, ça fait perdre du muscle. Non, ce qu'on peut dire, c'est que de faire du cardio, ça ne fait pas perdre de muscle si la récupération est adéquate. Ça n'en fait pas gagner énormément. La musculation va être plus efficace pour stimuler l'hypertrophie si la récupération est là. Quelqu'un qui s'entraînerait trop en musculation, qui n'arriverait pas à récupérer, ne réussira pas à faire de l'hypertrophie. Mais à ce moment-là, on ne conclut pas faire de la muscu, ça ne fait pas gagner du muscle. On conclurait, faire trop de musculation, ça peut être problématique pour l'hypertrophie. Tout à fait d'accord. Et c'est exactement la même chose pour le cardio. Donc, faire trop de cardio, oui, effectivement, ça peut faire en sorte qu'on ne récupère pas et qu'on n'arrive pas à renouveler notre bagage de fibres musculaires. Et là, ça devient problématique. Ce n'est pas le cardio qui est le problème, c'est le fait qu'on ne récupère pas. Fait qu'Alexandre, le catabolisme, tu sais, c'est un petit peu ça, mais le catabolisme, ça a le dos large. Hein? On a l'anabolisme puis le catabolisme. Le catabolisme puis l'anabolisme, ça va ensemble. C'est le yin, le yang, c'est vraiment fusionnel, leur relation, puis c'est indissociable. Si tu n'as pas de catabolisme, ton anabolisme va être très peu présent ou très peu productif, très peu efficace. Dans le cas de produits dopants, on peut observer ça. Mais chez le commun des mortels, ton anabolisme va être presque proportionnel à ton catabolisme. Le catabolisme, là, ça veut tout simplement dire quand tu dégrades. Donc, dès que tu utilises de l'énergie, tu fais du catabolisme. Quand tu utilises tes réserves de glycogène, quand tu utilises tes acides gras, tu fais du catabolisme. Quand tu stockes du glycogène, quand tu stockes du gras, quand tu fais de la synthèse des protéines, là, tu vas arriver à faire de l'anabolisme. Donc, mais un va avec l'autre. Donc, tu vas avoir très peu d'anabolisme si tu n'as pas de catabolisme. Pourquoi? Il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à renouveler. Donc, quand tu as un déséquilibre entre ton catabolisme et ton anabolisme, c'est là que c'est problématique. Et ça, c'est quoi concrètement? C'est ta récupération qui n'est pas adéquate. Tu n'as pas assez de récupération pour la sollicitation que tu as. Donc, tu n'es pas en mesure de récupérer puis de mettre en place les adaptations adéquates. Et c'est ça qui est le problème. OK? Johan, séance de jogging pour tenter de contrebalancer la sédentarité d'une journée pour un métier, genre centre d'appel 911,
12 heures assis, tu ne peux pas quitter ton poste de travail. C'est clair que lorsque tu es forcé d'être sédentaire, tu veux contrebalancer en cumulant une quantité suffisante d'activité physique d'une intensité suffisante. Concrètement, ça veut dire quoi? Si tu travailles 12 heures pogné devant un écran puis tu ne peux pas bouger de là, puis tu es obligé d'être assis, il ne te reste plus beaucoup d'heures dans le restant de la journée pour faire autre chose. Donc, tu ne peux pas dire, je vais aller faire un 8 heures de marche légère, comme ça, je vais atteindre une quantité suffisante d'activité physique dans ma semaine. Donc, moins tu as de temps pour faire de l'activité physique, plus tu vas chercher à augmenter ton intensité. Donc, ça va, en termes de bénéfices santé, c'est un peu la logique qu'on veut avoir. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais tu te contredis, là, tu dis que plus on dépense de calories à l'entraînement, moins c'est bon. Ouais, mais je me contredis, oui puis non, c'est que tu réduis le temps. Si tu t'entraînes 15 minutes, il va falloir que tu sois super intense. Tu ne feras pas 3600 calories en 15 minutes. Ta condition physique ne te permettra pas de dépenser une quantité aussi importante de calories. Donc, l'impact, le dommage musculaire que tu vas causer, l'épuisement des réserves énergétiques ne sera pas si important que ça. Donc, tu risques moins de contrebalancer. Alors, moins tu as de temps disponible pour faire de l'activité physique modérée, plus tu dois chercher à compenser en élevant l'intensité. Mais ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'assurer que tu ne peux pas bouger. Puis, là, exemple, centre d'appel 911, même ça, je te dirais, faudrait que je demande, je connais quelqu'un qui travaille à un centre d'appel 911, faudrait que je demande si tu es obligé d'être assis 12 heures de temps. Moi, je suis convaincu que non. Je pense que tu dois avoir des pauses après X temps, puis tu peux te lever puis marcher. Puis là, si tu restes assis, puis tu es sur Facebook, Instagram, etc., pendant ta pause, là, c'est plus vrai que tu es obligé d'être assis 12 heures. Et ça, je vous le prédis, plus ça va aller, plus on court le risque que ça soit plus correct de forcer quelqu'un à être assis pendant X temps. Donc, moi, là, je prône beaucoup cette approche-là. Là. Si on dit un travailleur en manutention ne peut pas lever plus que tant de kilos parce que c'est dangereux pour sa santé, on n'a pas le droit de fumer sur les milieux de travail, on n'a pas le droit de consommer de l'alcool sur les milieux de travail. Si on met tout ça ensemble, le fait d'être assis pendant des périodes prolongées, là, à partir de 4 heures assis par jour, il y a un effet notable sur l'espérance de vie. Pas autant que la cigarette, mais il y a un effet notable et significatif. Donc, la logique voudrait que, en termes de santé et sécurité au travail, il ne faudrait pas être assis plus que X temps d'affilée. Donc, ça, je le prédis. On croise les doigts pour que ça change un jour. Fait que, Johan, je ne sais pas si ça répond là, à ta question. Michael, est-ce que c'est possible de stabiliser les hormones de la faim après un entraînement cardio à longue durée ou intensité? Oui, c'est possible, mais ça ne donne pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui, après un entraînement cardio longue durée ou très intense, qui n'auront pas faim. Et donc, il y a un effet là, qui va couper un peu l'appétit pour pas mal de gens. Il y a aussi des gens que ça va être le contraire. Donc, l'appétit va se trouver stimulé tout de suite après. Je ne sais pas si dans la littérature, on a élucidé le pourquoi du comment, là, mais on observe vraiment deux tangentes. Là. Donc, un effet coupe-faim à court terme, puis un effet stimulant à court terme pour certaines personnes. Il semblerait, j'y vais de mémoire, que les hommes ont tendance à être stimulés un petit peu plus tout de suite après que les femmes. Les femmes, il y a un effet coupe-faim peut-être plus important au niveau de l'activité physique. Ceci étant dit, à court terme, si tu viens réguler ça, mettons, tu as super faim après ta course, si tu refais tes réserves de glycogène, ça devrait couper la faim. Le problème qu'on a, c'est qu'il semble que pendant plusieurs jours après, on peut quand même avoir un certain effet sur l'appétit. Donc, de réguler de façon très aiguë post-effort, moi, je n'irais pas comme stratégie, je veux dire, je veux réguler mon appétit. Je dirais, je veux optimiser ma récupération. Ça devrait aider pour l'appétit, mais je veux surtout optimiser ma récupération. Fait que je veux m'assurer que, oui, je vais manger après, que j'aille faim, que j'aille pas faim, parce que j'ai dépensé à peu près X quantité de calories, ce qui correspond à peu près à X grammes de sucre. Je veux refaire à peu près ça en réserve de glycogène. Comme ça, mon muscle au niveau énergétique, il va être correct. Ça devrait avoir un effet plus positif sur la régulation de l'appétit. Mais c'est super difficile parce que, comme je disais, ça s'échelonne là, sur plusieurs jours, là, l'effet de l'activité physique ou de l'exercice intense sur la régulation de l'appétit. Fait que des fois, ça peut être difficile, là, 24 heures sur 24, de contrôler ça. Donc, moi, je miserais plus sur une stratégie pour optimiser la récupération, pour s'assurer de récupérer au plus vite
et le mieux possible. Je pense que c'est ça qui reste le plus winner pour aider à la régulation de l'appétit. Puis, dans un contexte de perte de poids, ben, optimiser la récupération le plus possible autour de l'entraînement, optimiser le sommeil, puis s'assurer d'induire un déficit énergétique sur l'ensemble de la journée et plus particulièrement loin des entraînements. Donc, autour des entraînements, il y a une grande concentration des apports énergétiques. Puis en dehors des entraînements, c'est là qu'on réduit un petit peu. Puis plus on s'éloigne de l'entraînement, mais plus on peut se permettre, dans le fond, d'être en présence d'un déficit énergétique sans que ça perturbe nécessairement la récupération. Alors, je ne sais pas si ça répond Johan, et j'ai encore un petit peu de temps. Je n'ai pas eu de mise à jour pour le hockey. La dernière nouvelle, c'était toujours 2-0 Montréal. Je ne sais pas si c'est encore ça. Je ne veux pas le jinxer étant très superstitieux, là, puis que quelqu'un me dise que c'est rendu 4-2 Winnipeg. Fait qu'on va toucher du bois. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, c'est parlant de mise à jour, 3-1. OK, ça va toujours bien. Sans être un partisan des Canadiens, je souhaite juste qu'ils gagnent. Alors, donc, si je résume... c'est ça, il fallait que je dise Canadien pour avoir plus de likes là, sur le post, c'est ça. J'ai intitulé le podcast Dr. Kin, Canadien de Montréal, pour avoir plus de monde. Alors, donc si je résume, l'entraînement cardio, merci Laurie, l'entraînement cardio, plus on va chercher à axer ça sur la dépense énergétique, personnellement, moi je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Alors, on devrait vraiment, vraiment s'assurer de faire l'effort minimal pour avoir le maximum de gains et chercher à convertir ces gains-là dans une augmentation de l'activité physique sur 24 heures et ce faisant, avoir une moins grande perturbation de la régulation de l'appétit et de la fatigue. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus favorable. Sur papier, c'est super le fun. En pratique, c'est très difficile pour la simple et bonne raison qu'il y a très peu de gens encore aujourd'hui, il y en a plus, mais ce n'est pas encore beaucoup, qui vont mesurer leur activité physique. Donc, qui vont utiliser au minimum des fitness trackers ou leur téléphone pour avoir une idée de leur niveau d'activité physique sur 24 heures. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont se fier à leur perception. Donc, je le sais comment je bouge, je le sais si je bouge plus, je le sais si je bouge moins. C'est rarement le cas. On est pas mal souvent dans le champ. Donc, lorsqu'on quantifie ça, on peut avoir une meilleure idée de l'impact réel de l'entraînement sur notre niveau d'activité physique. Puis, indirectement, on peut savoir ce que ça va donner aussi sur l'appétit. Donc, ça va être quelque chose de vraiment important. Donc, attention à la quantité de calories qu'on dépense à l'entraînement, s'assurer que ces calories-là sont utilisées à bon escient, sont productives, nous amènent quelque part, donc nous permettent de gagner quelque chose et non pas de perdre quelque chose. Donc, le fait de dépenser beaucoup de calories, il faudrait que ça se traduise par une grosse augmentation de ma capacité aérobie, une grosse augmentation de ma force, parce que ça ne se traduira pas par une grosse perte de poids pour la majorité des gens. Alors, ça, c'est un élément qui est vraiment, vraiment important à comprendre. S'assurer de la condition physique aussi des gens. Bien, plus on est en forme, potentiellement, plus on peut demander une grosse dépense énergétique parce que les répercussions risquent d'être un petit peu moins importantes. Il risque d'avoir moins de dommages musculaires parce que les gens sont accoutumés au mouvement, à l'activité, etc. Donc ça peut être un peu plus favorable parce que les répercussions peuvent être moindres sur l'activité physique sur 24 heures dans les jours qui suivent. Encore là, si on ne mesure pas, on le suppose. Moi, j'ai des athlètes qu'après des entraînements, ils font rien. C'est des séances de jeux vidéo. Là, c'est pas parce qu'ils sont courbaturés, c'est parce qu'ils disent, ben là, je me suis entraîné, ma job est faite, là, je peux relaxer. Mais ils se ramassent à être insuffisamment actifs. Et ça fait en sorte que leur récupération est moins bonne, etc., etc. Donc, c'est super problématique. Donc, pas prendre pour acquis que la perception des gens est juste et parce que les gens s'entraînent fort, systématiquement, ils bougent fort dans le quotidien. Ensuite de ça, un autre élément clé, bien, la récupération. Donc, s'assurer qu'on récupère. Plus on va dépenser une grande quantité de calories, bien, plus la récupération va être importante. Et de plus en plus, je commence à réaliser que c'est probablement le facteur limitant numéro 1 dans la progression de la plupart des gens. Donc, ce n'est pas leur capacité à s'entraîner qui est problématique, c'est leur capacité à récupérer. Donc, parce qu'ils ne sont pas en mesure de récupérer, bien, ils plafonnent à l'entraînement puis ils se disent je donne tout, je ne suis pas capable de progresser plus, bien, j'ai atteint mon maximum. Tu n'as pas atteint ton maximum. C'est que tu conçois l'entraînement comme étant uniquement l'effort, et alors que l'entraînement, c'est les adaptations, c'est la relation entre l'effort et la récupération.
Et c'est la résultante de cette relation-là qui se traduit par des adaptations. Alors, on ne peut plus uniquement focuser sur go, 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 travaille fort, donne-toi à l'entraînement, puis à la récupération, dire, ben, repose-toi. C'est comme si je disais à quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire, ah ben, fais de la muscu. Ouais, mais quel exercice, combien de séries, combien de répétitions, qu'est-ce que je fais? Ah non, fais juste de la muscu. Si tu fais de la muscu, si tu fais de la muscu, tu vas être correct. Ben, quand on parle de récupération, c'est ah ben si tu fais de la muscu, prends 48 heures. Ben, pourquoi 48? Pourquoi pas 34? Pourquoi pas 52? Pourquoi pas? Pourquoi? Ah ben parce que tout le monde dit 48, ça fait des années. Ouais, mais ça vient de où? Et bon, si on regardait d'où ça vient, là, ça ferait mal au cœur. Fait qu'est-ce que tu fais pour récupérer? Je fais quoi? Je fais rien. Je me couche chez nous, puis je mange du yogourt. C'est quoi que je fais pour récupérer? Ben, tu récupères, là, tu prends ça relax. Ben, c'est quoi prendre ça relax? C'est-tu faire des jeux vidéo? C'est-tu aller prendre une marche? C'est-tu faire du jardinage? C'est quoi? Donc, on ne définit pas la récupération, on ne la paramètre pas, autre que par des chiffres hyper arbitraires. 24 heures, c'est 24 heures pour le cardio, c'est 48 heures, ou encore le classique, mais ma montre me dit que pour récupérer de cet entraînement-là, c'est 36 heures. Donc, je prends 36 heures. OK, ta montre, elle se base sur quoi? Ah, j'en ai aucune idée, mais comme je l'ai payé 400$, ça doit être sûrement vrai. Je ne suis pas certain. Parce que moi, je peux te dire, donne-moi 1000$, puis je vais te dire combien de temps ça va te prendre pour récupérer après ton entraînement. Et comme tu me donnes 1000$, c'est sûr que le chiffre que je vais te donner, il est forcément bon. Puis si tu veux vraiment, vraiment être précis, donne-moi 2000, puis je vais te donner un chiffre, et là, on va vraiment être sûr que ta récupération va être optimale. Tu sais, ça ne marche pas comme ça. Donc, pourquoi c'est comme ça? Ben, ça fait des années ça que je le dis, la récupération, c'est ce qui est le plus difficile à paramétrer, c'est ce qui est le plus difficile à quantifier. On n'a pas de valeur de récupération comme telle encore aujourd'hui qui nous permet de savoir, hors de tout doute raisonnable, que ah, OK, go, on est prêt, on est capable. Ça prend plusieurs valeurs sur plusieurs semaines avec un individu pour vraiment déterminer son profil de récupération pour savoir quand est-ce qu'il est prêt. Donc, c'est difficile. Fait que c'est des éléments qu'il faut vraiment, vraiment considérer, tant en termes de performance qu'en termes de gestion de poids. Donc, sur ça, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'ai pas mal fait le tour. Encore une fois, si vous avez des suggestions, des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, si c'est dans mes champs de compétences, ou si c'est quelque chose qui m'intéresse et que je ne connais pas et que j'ai le temps de fouiller, ça va me faire plaisir de le faire. Sinon, écoutez, toujours le fun d'avoir des petits thumbs up, des petits cœurs, des petits sourires. Puis aussi, ça aide à la visibilité. Vous pouvez me rejoindre sur le site drkin.com. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook du Dr. Kin. N'hésitez pas encore une fois à m'écrire. L'ensemble des podcasts sont disponibles dans les jours qui suivent la diffusion en direct sur le site drkin.com dans la section balado. Donc, vous les avez uniquement en audio. Éventuellement, peut-être que je mettrai audio et vidéo. Mais pour l'instant, ça va être seulement en audio. C'est disponible aussi sur Spotify, Apple, Google, toutes les plateformes, Amazon et compagnie. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter une super belle fin de soirée en espérant que les Canadiens gagnent, puis qu'ils fassent 104, là, parce que mon niveau de stress là, avec la dernière série, c'était vraiment pas bon. Là, mon sommeil s'en est vu perturbé. Donc, sur ce, je vous salue, puis je vous donne une nouvelle pour la semaine prochaine si jamais je fais quelque chose, puis quel sera le sujet. Donc, bonne soirée!